Donc, Monsieur Agulot, j'ai suivi votre conférence. Nous sommes à Noël Bio. Il y a des choses que vous n'avez pas dites. Vous avez donné beaucoup de conseils d'alimentation, par exemple. Votre idée, c'est de nourrir l'inconscient, c'est ça? Et d'éviter qu'il soit empoisonné. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas nous, c'est plutôt notre inconscient qui est victime, en fait. C'est ça. Au lieu de penser que c'est... Donc finalement, il ne faut pas maltraiter son inconscient. Il ne faut pas lui donner une mauvaise nourriture, ni psychiquement, ni physiquement, ni matériellement. Absolument. Alors par exemple, vous avez beaucoup parlé de la nourriture matérielle, mais alors nourriture psychique, qu'est-ce qu'il faudrait éviter au niveau psychique? Par exemple, la télévision, le cinéma, les mauvais livres, les journaux, quelle est la diète qu'est-ce qu'il faut éviter comme aliment au niveau culturel, je dirais? Ce qu'il faudrait éviter, c'est tout ce qui est mensonger en fait. Oui, c'est ça, voilà, vous l'avez beaucoup dit ça. Mais tout ce que j'ai dit, tout ce qui est induit en erreur. On ne le sait pas forcément au départ. Il faut éviter de fréquenter des menteurs, par exemple, ou des gens qui disent n'importe quoi. C'est ça. C'est toxique. C'est toxique, oui. Les manipulateurs, les pervers narcissiques, oui, il faut les éviter. Parce oui. Ils y mettent des mensonges à ce niveau-là. Et lorsqu'on travaille avec l'inconscient, on va pouvoir déterminer, parce que lorsque la personne ment, elle émet une fréquence en fait, au niveau de l'onde sonore. Et cette fréquence indique un message de l'identité de la personne, d'une part, qu'il indique, c'est comme une empreinte digitale en fait, d'une part. Et en même temps, sa fréquence va indiquer le niveau de mensonge dans lequel il se trouve. Donc il va changer d'octave en fin de compte, il va monter en voix, ou il va grossir sa voix, n'est-ce pas, en intensité. Ce qui veut dire qu'il a une émotion à l'intérieur de lui-même et donc il surjoue une pièce, c'est souvent une pièce de théâtre d'ailleurs qui se joue à ce niveau-là pour impressionner l'autre en fait. Et ça vous le sentez, on le sent venir. Alors à force de travailler avec son inconscient, on peut sentir venir l'induction négative à ce moment-là et après on peut s'en échapper soit en quittant la pièce, soit en arrêtant la personne sur les propos qu'il tient. Donc il y a des gens qui ont mieux su que d'autres se protéger en fait. Bien sûr. Un meilleur système immunitaire. C'est ça, oui, tout à fait. On voit venir les gens, on les évite. On les évite. Ou pas. On les évite, mais de toute façon, plus vous travaillez avec l'inconscient, plus les menteurs n'ont pas envie de vous parler. Ah, très bien. Ça vous fait une protection en fin de compte. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vous voir la faille qu'il y a à l'intérieur de vous-même, parce que les pervers narcissiques ont un don, c'est de percevoir dans la victime la faille sur laquelle il faut frapper en fin de compte. Donc quand on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous est tombé sur le dos comme ça, dans votre vie, c'est quelque part que vous aviez une faiblesse. C'est ça, exactement. Jusqu'à présent, vous étiez arrivé à vous protéger, et puis tout d'un coup, il y a une espèce de faille, et ça va laisser passer des intrus. Et cette faille, pourquoi est-ce que tout d'un coup on serait plus vulnérable à votre avis? Pourquoi à certains moments on se laisse pénétrer par des forces négatives? Parce que ça peut correspondre à un schéma parental qu'on peut avoir par le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, etc. Et que ce schéma parental fait que lorsqu'on peut souffrir d'un être dans l'enfance, on peut ensuite aller chercher son bourreau, entre guillemets, comme disait Françoise Dolto en fin de compte. Parce que la question fondamentale, ça rejoint un peu ce que disait Françoise Dolto quand un enfant se faisait toujours taper par un autre, la maîtresse les séparait, et après se remettait à se taper dessus. Après, il se remet à les séparer en disant je t'interdis d'aller le voir. Et le petit garçon qui était battu allait chercher toujours la personne qui le battait. Et alors, François Dolto a posé la question mais pourquoi vas-tu chercher quelqu'un qui te bat tout le temps? Et le petit garçon répond je ne comprends pas pourquoi il ne m'aime pas. Donc, ce processus-là, chez les victimes, c'est récurrent. C'est-à-dire que dans leur schéma comportemental, ils vont choisir, même jusqu'à choisir leur bourreau, parce que le bourreau peut leur tomber dessus, bien sûr, mais les victimes peuvent choisir leur bourreau pour se faire aimer d'une personne antérieure qui ne les aimait pas. Alors, je vais poser une question un peu polémique. Est-ce que parfois les femmes sont des éléments toxiques? Parce que... Alors, autant les hommes que les femmes sont toxiques. La toxicité, dans la perversion narcissique, c'est à égalité, c'est 50-50. Non mais par exemple quand des gens... chez les hommes que chez les femmes. Il y a des façons de parler, des façons de s'exprimer où les gens répètent des choses qui ne sont pas très intéressantes. Ça un petit peu ça. Parfois les femmes font moins attention à leurs propos, à la qualité de leurs propos que les hommes parfois. Non, les femmes sont beaucoup plus intuitives que l'homme en fin de compte, mais il y a dans la population des narcissiques autant de femmes que d'hommes. D'accord, c'est à égalité. La toxicité dans le parler, il y a des hommes aussi toxiques que les femmes quand elles parlent. Mais ce qui est toxique, c'est aussi de fréquenter des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, d'aller dans des milieux qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous.
c'est pas simplement interindividuel. Quand vous allez si par exemple vous déménagez, vous allez dans un nouveau quartier ou dans un nouveau pays, vous risquez d'avoir des problèmes de toxicité par les peuples. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement, des codes qui ne sont pas les vôtres et qui vont vous perturber. Je ne sais pas, j'ai voyagé de par le monde, je n'ai pas trouvé de peuple dit toxique par rapport à leur comportement ou la façon de vivre. Non, mais ce sera parce qu'ils sont étrangers à vous, tout simplement. C'est le problème de l'étrangeté, tout simplement. Par exemple, est-ce que par exemple un étranger peut être plus toxique que quelqu'un qui est de votre pays ou de votre... Absolument pas. L'inconscient étant universel, quel que soit l'être humain sur Terre, ils ont tous leurs qualités, tous leurs défauts, que ce soit les hommes ou des femmes d'ailleurs. Quelle que soit la religion ou la philosophie, un homme est un homme, une femme est une femme. Alors finalement, moi, la question qui m'est restée un petit peu comme ça, c'est qu'est-ce que peut faire l'hypnose pour résoudre ces problèmes-là? Parce que là, vous donnez des phénomènes de prévention qui sont très heureux, mais dans quel cas faut-il recourir à l'hypnose? En recours à l'hypnose pour retrouver son centre, c'est-à-dire retrouver sa base, c'est-à-dire retrouver ses intuitions, ses inspirations originelles en fin de compte, qu'on a perdu de par la société dans laquelle nous nous trouvons en fait. Oui. Et c'est là où on a été piégé, c'est ce que j'ai développé, le fait que la vision est déformatrice de la vérité. Oui. Donc finalement, dans quel cas, là on pourrait dire, bon voilà, je vais suivre vos conseils, dans quel cas c'est quand on est vraiment, quand c'est assez grave qu'il faut passer par l'hypnose, quoi. C'est les cas où vraiment la personne n'arrive pas à s'en sortir, je ne sais pas. L'hypnose est aussi bien sur les cas qui ne sont pas déclarés. On peut être tout à fait normal et utiliser l'hypnose, et être malade et utiliser l'hypnose. On peut utiliser l'hypnose en termes de méditation en permanence. Oui. Et dans le cas de trauma, effectivement, on peut faire des processus de suggestion, d'autosuggestion qui permettent à la personne de s'auto-guérir elle-même par elle-même. Oui. C'est son inconscient qui va faire le travail. On peut imaginer par exemple quelqu'un qui va écouter de la musique, il se met dans un état d'hypnose, sans passer, comme ça, spontanément. La transe au niveau des musiciens est très connue, les peintres c'est très connu, les sculpteurs, tout ce qui est du domaine de l'art se mettent en transe. Toute personne qui est à l'intérieur de son art est en transe hypnotique. Et la transe c'est un état de détente naturelle où les endorphines se déclenchent, la morphine endogène et la dopamine qui se met au niveau des molécules de plaisir, qui produisent des molécules de plaisir au niveau du cerveau. Donc on peut dire qu'on fait de l'auto-hypnose à ce moment-là. À ce moment-là, une personne qui est à l'intérieur de son art est en auto-hypnose. Alors moi je compose, tous les jours je fais de l'improvisation, je compose de la musique, c'est positif pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte alors ça vous fait une construction spirituelle remarquable où vous vous reliez avec vos intuitions pures, vous trouvez à ce que vous étiez à l'origine en fait. Oui, et en plus, quand on écoute sa propre musique, c'est moins aliénant que d'écouter celle d'un autre quelque part. Non, la musique, quand elle est bien jouée et qu'elle est dans le son, la voix de la vérité au niveau mélodique, on appelle la ligne mélodique, en fin de compte, comme disait Yinedine Menuhin, quels que soient les peuples et quelles que soient les musiques, il y a toujours un lien entre ces musiques, une harmonie qui fait qu'en fin de compte, toutes les musiques se ressemblent quelque part au niveau donc effectivement, on retiendra que on peut déjà se protéger soi-même en fréquentant certains lieux, certaines personnes, en pratiquant certaines musiques, certains arts, sans passer par vous en fait, quelque part. Absolument. Je veux dire, l'hypnose que je pratique, c'est pour permettre à tout un chacun d'avoir une méditation qu'elle peut faire sans effort en fait. Et après, ça peut la conduire à ce qu'elle puisse se reprendre en charge elle-même par elle-même, que ce soit sur un plan musical ou autre. En hypnose, par exemple, je fais un violoncelliste en hypnose, qui devait passer un concours pour un conservatoire. Et grâce à mes travaux, il a eu les félicitations du jury, il a très bien joué, il a été embauché dans l'un des plus grands orchestres dans le monde. Bravo. Voilà, une belle histoire. Et donc finalement, vous avez parlé des ericksoniennes, c'est ça? Oui. D'accord. Donc finalement, l'usage. Donc finalement, qu'est-ce qui terminait notre entretien, puisque vous êtes assez présent, qu'est-ce qui caractérise votre approche de l'hypnose, monsieur Hulot? Ce qui caractérise l'approche de l'hypnose, c'est de permettre à tout un chacun de retrouver tous ses propres pouvoirs au niveau intuitif, inspiration, ce qui fait que lorsque la personne est à l'intérieur de sa propre vérité, il ne tombe plus jamais malade. Il résout ses problèmes traumatiques. Et les autres hypnotiseurs, enfin les autres n'ont pas cette même approche de l'hypnose, les autres personnes qui travaillent dans le même domaine. En quoi vous vous différenciez en quelque sorte? On se différencie parce que si vous voulez, l'hypnose du docteur Erickson se différencie de certains types d'hypnose qui ne travaillent pas sur les mêmes schémas
les principes du docteur. Mais vous, pareil, même au sein des gens qui pratiquent l'hypnose ericksonienne, Oui. est-ce que vous avez une particularité? Ah non, c'est-à-dire que nous employons exactement les mêmes Ah mots, oui, d'accord. les mêmes techniques. Oui. Nous sommes formatés. Il pouvait y avoir quelques particularités entre les uns et les autres. À ce jour, non. À ce jour, on emploie toujours, tous ceux qui emploient l'hypnose ericksonienne emploient toujours la même méthode les uns par rapport aux autres. Après, ce qui différencie, c'est l'analyse, c'est la perception, c'est la voix qui est aussi extrêmement importante. Alors, quand Et vous la voix disiez, peut se pendant votre différencier. conférence, vous avez dit, je ne sais pas si c'était en plaisantant, que quelque part, votre voix est déjà un élément extrêmement positif Oui. pour les gens qui l'entendent. Oui. Oui, Vous en parce êtes que convaincu de cela? C'est-à-dire je que suis convaincu parce que la voix est déjà, même si ça nous met déjà dans une sorte d'état d'hypnose ou pas vraiment? la voix, si vous voulez, que je dé, émet le son, la voix de la vérité dans un sens où je suis sincère, où je suis honnête le plus possible en fin de compte. Et la vérité dans laquelle je me trouve fait en sorte que c'est vérifié par la praticité, par les exemples que j'ai pu connaître, par les travaux qui ont été faits auparavant par François Zotto, Pierre Dacour, Carline, etc., que j'ai mis en pratique ensuite en cabinet. Et comme cela est vérifié, tous les exemples pratiques que je donne, ce sont des exemples qui sont vrais. Donc quand je dis une chose, c'est que c'est vrai parce que c'est vérifié par la pratique. Et on le sent, et notre inconscient sent que vous apportez un élément positif C'est et ça. que ça va être bénéfique. C'est ça. Il y a une connexion qu'il y a entre ce que je dis et l'inconscient de tout un chacun. Et ce qui fait que par la suite, lorsque j'ai terminé mon intervention, la personne, quand elle part, eh bien, ce travail va se faire naturellement, elle-même par elle-même. Et ça, tous les hypnotiseurs n'ont pas cette vertu quelque part. Alors, les hypnotiseurs qui sont sincères, qui disent la vérité, tout fonctionne bien. Parce que ce qui est fondamental en tant qu'hypnothérapeute, pas hypnotiseur, mais hypnothérapeute, c'est de toujours dire la vérité avant. Oui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Agulot, du temps que vous m'avez consacré. Merci de votre Voilà. gentillesse.